Bonjour et bienvenue à un tout nouvel épisode d'Entre tête et cœur présenté par notre fidèle collaborateur, les fruiteries urbaines Fraîchement Bon. Aujourd'hui, je reçois une femme exceptionnelle qui m'a aidé à transformer ma vie de manière incroyable grâce à l'hypnose. Son approche, vous allez voir, est totalement unique et c'est vraiment sa passion pour le bien-être et pour la transformation de ses clients qui m'inspire. Donc, sans plus tarder, je vous la présente. Jeanne-Hélène Turcotte, hypnocoach, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Merci beaucoup de l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Tu sais que ça faisait vraiment longtemps que j'avais hâte de te recevoir, là, donc c'est vraiment un privilège et un honneur que tu sois ici, présente aujourd'hui. C'est un honneur pour moi. En plus, tu viens de loin aussi, là, donc merci d'avoir bravé la route pour te rendre jusqu'au studio à Montréal. Jeanne-Hélène, avant de rentrer dans le vif sujet de l'hypnose, j'avais envie que tu prennes le temps un peu de te présenter, de nous raconter ton histoire et comment l'hypnose est rentrée dans ta vie. Mon histoire. Je viens d'une famille de 4 enfants. Je suis l'aînée et en fait, j'ai grandi à la campagne surtout. Dans les régions du Québec. Et j'ai commencé à consommer de l'alcool quand j'avais à peu près 12-13 ans. Puis pourquoi je dis ça maintenant, c'est que ça fait partie de l'histoire. J'ai développé tranquillement, avec les années, un enjeu d'alcool. Okay. Et au début, l'alcool m'a beaucoup aidée à me dégainer, à faire partie de la gang, à être comme plus smooth parce que j'étais un peu nerd. Et puis, je voulais comme faire partie de la gang. Fait que j'ai commencé à boire un peu comme ça. Puis pourquoi j'en parle, c'est que l'hypnose, ça a été ce qui m'a aidée. Ça a fait partie de l'équipe que j'ai bâtie quand j'ai cessé de consommer. Donc, si on continue, j'ai eu une carrière après en ressources humaines dans le monde corporatif jusqu'au niveau exécutif pendant 25 ans. Et éventuellement, j'ai perdu mon emploi il y a de ça 8 ans. Quand j'ai perdu mon emploi, j'avais, à ce moment-là, j'étais vraiment à la fin de mon histoire avec l'alcool. J'avais pris du poids, j'étais fatiguée, j'étais épuisée et j'ai fait un cours d'un week-end de PNL. Et dans ce cours de week-end-là, j'ai fait l'hypnose comme j'étais cobaye. Et j'ai dit, wow, j'aime vraiment ça. Fait que je suis allée faire une séance d'hypnose pour moi. Okay. Pour m'aider dans mon équipe de personnes qui allaient m'aider à maintenir ma sobriété. Et après ma première séance d'hypnose, ça a fait comme, OK, je le sais maintenant qu'est-ce que je vais faire pour le reste de ma vie. Je le sais. Wow. Je suis sortie de là, je suis sortie de ma première séance. J'ai été comme libérée avec quelque chose qui s'était profondément transformé à l'intérieur de moi. J'étais déjà coach depuis une dizaine d'années. Donc, dans ma tête, je me revois vraiment assise. Puis là, je fais 1+1. Ma carrière en RH, dans le monde corporatif, avoir coaché des entrepreneurs, avoir travaillé aussi avec des gestionnaires de haut niveau, ma propre transformation personnelle, tout le côté coaching que j'avais déjà. Et là, je me suis dit, OK, je vais aller me former en hypnose. Fait que j'ai trouvé Marissa Peer à Los Angeles. Je suis partie là-bas me former. Je suis revenue et j'ai commencé à être hypnothérapeute. Ensuite, hypnothérapeute clinique. J'ai suivi d'autres formations et j'ai créé vraiment une plateforme pour aider les gens à faire des transitions de vie et de carrière. L'hypnose, c'est vraiment l'outil principal que j'utilise. Donc, mon entreprise a maintenant 6 ans. 7 ans, presque 8 de sobriété maintenant. Donc, tout ça ensemble me permet d'utiliser tous les outils que j'ai pour créer cet espace, pour aider les gens à transitionner et à se transformer. Wow, quelle histoire! Mais j'ai beaucoup de questions pour toi aujourd'hui. Mais bon, comme on sait, je vais le mentionner. Donc, j'ai commencé à faire de l'hypnose avec toi. Alors que c'est un de mes frères qui m'avait parlé de toi et du travail qu'il faisait avec toi. Puis, à dire la franche vérité, j'ai été vraiment surprise quand il m'a parlé d'hypnose parce que mon frère, c'est une personne très cartésienne, très rationnelle. Alors, j'étais vraiment surprise que lui, il adopte ça. Mais à voir comment déjà il y avait des impacts positifs dans sa vie, des transformations, des transitions, je me suis dit, je vais l'essayer moi aussi. Mais une histoire que je t'ai jamais racontée, puis en fait, j'ai pas raconté à beaucoup de personnes, c'est que moi, dans la vingtaine,
j'ai été interpellée par l'hypnose à un moment donné dans ma vie, puis je sais aucunement pourquoi. Puis, à l'époque, je m'étais dit, je vais consulter pour une question de perte de poids. Bon, j'avais pas une grosse perte de poids à faire, mais je sais pas pourquoi c'est cet aspect-là qui m'a interpellée. Puis, donc, j'ai rencontré cette thérapeute, puis elle faisait des thérapies à la maison. Finalement, la première séance s'est vraiment pas déroulée comme on pensait. J'ai pas été hypnotisée. Ça l'a comme pas fonctionné. Puis je pense que j'étais comme un peu nerveuse. Je sais pas, ça l'a pas marché. Donc là, la thérapeute qui était très bienveillante, elle m'a dit, ben, écoute, c'est correct, des fois ça l'arrive. Je vais te redonner un autre rendez-vous à mes frais. Juste reviens me voir, on va réessayer. Donc, je suis retournée une deuxième fois. Puis encore une fois, ça n'a pas fonctionné. Mais j'étais tellement gênée de dire que ça n'a pas fonctionné que j'ai fait semblant que ça avait fonctionné. Et donc, quand mon frère m'a parlé de toi, là, j'étais comme, je sais pas, j'étais un peu sceptique à l'idée que ça fonctionne sur moi. Mais bon, finalement, ça a très bien fonctionné. J'ai vécu vraiment une belle transformation en peu de temps avec toi. Et aujourd'hui, pourquoi j'avais envie de parler d'hypnose avec toi, c'est parce que quand j'en parle à mon entourage, les gens, ils sont curieux, mais ils ont peur. Puis là, les gens me posent des questions, donc j'avais vraiment envie que toi-même, tu viennes en parler. Donc, c'est quoi exactement l'hypnose? En fait, l'hypnose, c'est un état naturel au départ. Il faut savoir qu'on va sous hypnose tous les jours. Donc, il y a cette période entre le sommeil et le matin, entre le réveil, c'est-à-dire, et le soir, entre le sommeil. Donc, juste avant que tu t'éveilles le matin, il y a comme cet espace où on est entre deux. Et souvent, on dit que c'est un bon temps pour faire du journaling ou pour faire écrire son journal, tout ça, parce que c'est un espace entre deux. Et juste avant de s'endormir aussi, c'est un moment où on n'est pas encore tout à fait éveillé, on n'est pas encore tout à fait endormi. Donc ça, c'est un état naturel. On va sous hypnose aussi quand on est absorbé par un film. Quand on est en train de travailler, supposons que tu es en train de faire du travail, tu es concentré, quelqu'un vient de porter un café ou quelque chose, puis tu n'en as même pas connaissance, c'est en dehors de ta périphérie, tu restes concentré dans ce que tu fais, c'est l'état d'hypnose naturel. Donc, l'état d'hypnose, c'est vraiment, ça fait abstraction. Notre centre d'hypervigilance est comme abaissé et on est capable vraiment de se concentrer sur une seule chose, comme entre deux mondes. Donc, c'est vraiment un état naturel. Puis pourquoi certaines personnes sont réticentes ou ne répondent pas à l'hypnose? Souvent, les gens qui ont besoin de beaucoup de contrôle, donc vont moins se laisser aller, ils vont garder leur centre d'hypervigilance animé, donc ils vont continuer à observer. Il y a aussi la relation qu'on développe avec la personne qui fait que la personne décide de se laisser aller. Le Dr. Spiegel à Stanford a développé un test du niveau d'hypnotisation, comme à quel point quelqu'un peut être hypnotisé. Il y a des gens qui disent oui, mais c'est parce qu'il y a juste une façon d'amener les gens sous hypnose. Avec Paul McKenna, j'ai développé d'autres techniques pour amener des gens sous hypnose qui sont plus difficiles à amener sous hypnose, qui fonctionnent très bien. Jusqu'à présent, je te dirais que pour moi, l'hypnose, c'est une plateforme. Quand les gens sont moins hypnotisables, je leur dis toujours, et c'est vrai, moi, je ne peux pas hypnotiser les gens qui ont fait des psychoses ou des gens qui font des syncopes. Okay, je ne sais pas pourquoi j'oublie le terme, mais je ne peux pas les hypnotiser. Donc, ça fait toujours partie de mon questionnaire. Mais j'utilise les mêmes techniques avec eux sans les hypnotiser. Donc, des gens qui sont épileptiques. Donc, je ne peux pas les hypnotiser, mais je peux utiliser les mêmes techniques, les mêmes approches sans les amener sous hypnose avec des résultats qui sont aussi vraiment exceptionnels. Donc, parce que dans le fond, la profondeur de l'hypnose, ça te dérange peu, en fait. T'sais, on peut quand même avoir des transformations, même si on n'est pas à 100% hypnotisé. Exact. On peut avoir des transformations quand on est complètement 100% conscient. L'état d'hypnose, ce que ça amène une capacité à créer une nouvelle expérience plus rapidement. Donc, sans avoir tous les bruits, sans avoir cette voix qui nous jacasse. Non, c'est pas vrai. Non, t'es pas capable. Non, t'es pas assez beau. Non, t'es pas assez grand. Non, t'es pas assez ci. C'est comme cette voix-là qui se tait. Donc, comme cette voix-là se tait, on a moins de freins à la transformation, à la transition. Ah, c'est exactement. Donc, dans le fond, on a, depuis notre jeune âge, intégré des fausses croyances. Puis là, dans le fond, qui guide notre vie, qui guide nos actions.
Tu me corriges si je me trompe. Puis, dans le fond, l'hypnose nous permet de reprogrammer ces fausses croyances. Exact. L'hypnose, c'est un des moyens. Il y en a plusieurs autres moyens. L'expérience qu'on fait tous les jours, à chaque fois qu'on apprend quelque chose de nouveau, on crée des nouveaux chemins neuronaux, on crée quelque chose de nouveau à l'intérieur de nous. Donc, sous hypnose, ça permet de le faire rapidement. Donc, c'est parce qu'on est comme dans un état où on se concentre sur une chose et on peut voir cette chose-là avec distance. Ça nous permet aussi de se dissocier sous hypnose. Et comme ça nous permet de nous dissocier, ça nous permet parfois de voir une situation de façon moins émotive, de façon avec moins tous ces messages-là qui viennent et qui nous racontent toutes sortes d'histoires. Donc, on peut, à ce moment-là, voir quelque chose puis dire, sais-tu quoi, c'était vrai quand j'avais 6 ans, c'était vrai quand j'avais 15 ans, c'était vrai peut-être quand j'avais 20 ans, mais aujourd'hui, en 2025, c'est plus vrai. Ça me sert plus. Exact, ça me sert plus. Puis je peux décider de ne plus croire cette chose-là si je veux. Donc... Mais moi, premièrement, une chose qui m'a beaucoup fascinée dans le travail qu'on a fait ensemble, c'est que souvent, tu sais, je suis une personne qui considère que j'ai quand même une bonne conscience de moi. Je m'auto-analyse beaucoup. Mais c'est vraiment tes perspectives ou tes façons de voir les choses qui, souvent, m'ont jeté en bas de ma chaise parce que j'étais comme... Tu sais, j'avais remué comme une situation dans ma tête pendant des années. Puis là, toi, t'es arrivé comme on se connaît pas, puis boum, comme tu me disais quelque chose. Je suis comme, mais pourquoi j'avais jamais vu cette situation-là de cette façon-là? Puis aussi, ce que j'aime aussi d'une autre part, c'est que parfois, exemple, j'avais une fausse croyance. Exemple, je ne suis pas assez. Mais j'étais jamais allée creuser de où venait cette fausse croyance-là. Donc, dans le travail qu'on a fait ensemble d'hypnose, ça m'a poussée à vraiment retourner dans un moment des fois très précis qui m'a qui a fait en sorte que cette fausse croyance s'est imprégnée en moi. Ouais. En fait, l'inconscient choisit un moment pour illustrer. Voilà un moment dans ta vie où tu as cru telle chose, où tu as commencé à croire telle chose. Est-ce que tu veux continuer d'y croire ou pas? Et souvent, en fait, ce qui fait que je vais être capable de voir la chose, c'est le client, c'est toi. C'est que comme tu es sous hypnose, tu vas me raconter une histoire, tu vas me donner des mots-clés et à partir de tes mots, moi, que je vais te refléter, toi, tu vas voir qu'est-ce qui est sorti finalement de façon spontanée. C'est ce qui est intéressant de l'hypnose parce que justement, il n'y a pas toute cette voix qui jacasse à l'intérieur de nous. Comme il n'y a pas cette voix qui jacasse, on peut parler librement. Quand on parle librement, les mots sortent et comme j'ai une écoute vraiment laser, focus sur ce que la personne dit, sur vraiment chacun des mots, des inflexions que la personne utilise, je fais juste te retourner ce que toi tu as dit. Et c'est là que les gens souvent disent « Ah oui, c'est vrai, c'est vraiment ça finalement. » Mais l'histoire tournait dans ma tête sans que je prenne le temps vraiment de comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière cette histoire. C'est comme si c'est notre vérité qui parle. Exact. C'est vraiment intéressant. Mais moi, ça m'a aussi fait prendre conscience. Puis ça m'a fait un petit peu peur parce que j'ai 3 jeunes enfants. Puis je me suis dit, OK, mais si moi, j'ai intégré des fausses croyances depuis que je suis toute petite, mais moi aussi, je peux leur intégrer des fausses croyances à leur tour. Fait que comment on deal avec ça? Ben, en fait, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de parents parfaits. Quoi qu'on fasse, on aura toujours un impact sur nos enfants et quelle que soit la situation, ils vont toujours commencer à croire des choses ou à penser des choses ou à faire des conclusions, à tirer des conclusions selon l'environnement extérieur, selon leur propre tempérament. Et l'idée, c'est de dire, c'est d'être conscient. C'est-à-dire, c'est d'être conscient quand nos enfants nous parlent, qu'est-ce qu'ils nous disent, de prendre le temps. Évidemment, je ne suis pas spécialisée en éducation des enfants, mais j'ai des grands-enfants sous hypnose qui me racontent des histoires qu'ils ont vécues. Et le fait d'être conscient, ça permet de s'arrêter puis de dire, ouais, si je suis un enfant, moi, comment je vois ça? Comment j'interprète ça? Comment... Exact. D'être capable de questionner nos enfants. De se mettre un peu à leur place. Exact. D'être capable de questionner nos enfants, mais surtout être capable de réparer. Puis ça, je dis ça souvent, c'est que il n'est jamais trop tard quand on se rend compte qu'on a fait quelque chose qui n'était pas optimal. Puis être parfait, c'est impossible. Même un parent qui voudrait être parfait, ça serait même probablement totalement dommageable pour un enfant. Donc, l'idée, c'est que de pouvoir réparer, de pouvoir retourner en arrière puis dire, OK, ouais, je pense que là, samedi passé, ou je pense qu'hier, ou je pense que ce matin avec mon enfant, je lui ai dit telle chose ou j'ai fait telle chose. C'est pas le genre de message que j'aimerais qu'il reçoive de moi. Je vais me reprendre ce soir.
je vais m'asseoir ou je vais réparer d'une façon X. Donc, c'est toujours possible de retourner en arrière et de réparer parce que le cerveau apprend par répétition. Donc, si on se laisse aller et qu'on dit, je sais pas, t'es bien lent ou t'es toujours lent ou t'es toujours en retard, quelque chose comme ça, puis on se dit, ben non, je vais pas programmer un enfant et lui dire qu'il est toujours lent, qu'il est toujours en retard, ben il est toujours temps de se rattraper. Il est toujours temps de se rattraper. Mais c'est exactement ça. Comme moi, mon deuxième est un petit peu plus turbulent. Il nous tire beaucoup d'énergie. Puis, à un moment donné, j'avais un discours plus négatif que je lui disais, exemple, comme toi, t'arrêtes jamais, tu me gruges mon énergie. Tu sais, des discours. Puis là, j'ai eu conscience, attends, non, c'est pas ça que je veux programmer, c'est pas ça que je veux qu'il commence à croire. Comme c'est faux, tu sais. C'est... Exact. Donc, en tout cas, l'hypnose m'a fait prendre conscience de comment peut-être mieux élever mes enfants avec une plus grande conscience, là, si on veut. Mais aussi, l'hypnose peut aider à surmonter des phobies ou des traumatismes. Oui, des phobies, oui. Vraiment. Puis des traumas, bien évidemment, ça dépend des types de traumas. Ça dépend. Généralement, si la personne a un trauma avec un grand T, c'est les grands traumas avec un grand T. Il y a les petits traumas de tous les jours, mais sinon, les grands traumas, c'est sûr que la personne, elle a déjà été accompagnée, elle a souvent déjà vu un psychologue ou un psychiatre ou quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans les traumas. Donc, dépendamment des résiduels, de ce qui reste, effectivement, oui. L'hypnose, ça peut être un travail qui est en collaboration. Exact. OK. Ouais. Mais pour les phobies, par exemple, on entend souvent, exemple, des personnes qui ont peur de conduire. Ou peur de l'avion, etc. Fait que ça, souvent, exemple, si moi, j'ai une peur de prendre l'avion, ça vient d'une fausse programmation qui a été faite. Ben oui, c'est ça. C'est qu'éventuellement, la personne, elle a intégré quelque chose au sujet de l'avion. Puis des fois, ça va être au sujet du contrôle. Des fois, ça sera même pas lié à l'avion. Ça peut être une image que la personne a vue dans un film. Ça peut être des tas de choses. C'est pas toujours évident avec le conscient qu'est-ce que c'est, mais la personne peut trouver assez facilement et reprogrammer assez facilement les phobies. L'hypnose, les symptômes d'anxiété, les peurs, les phobies, l'hypnose donne vraiment d'excellents résultats. Et est-ce que les clients, dans ton expérience, qui sont venus travailler des phobies avec toi, sont retournés à des moments très précis? Est-ce qu'ils retournent toujours à un moment très précis? Pas toujours. OK, pas toujours. Non. Pas toujours. Pas toujours. Donc, des fois, on travaille juste la phobie elle-même. OK. Des fois, c'est utile de comprendre. Parfois, on peut juste... Quand il n'y a pas d'autre chose dans la vie, la personne n'a pas d'autres symptômes. Il n'y a rien d'autre qui se présente dans sa vie que cette peur de l'avion. Puis à chaque fois qu'elle veut partir en vacances, un mois à l'avance, elle ne dort plus. J'ai ça aussi pour les présentations en public. Je fais j'aide beaucoup de personnes à faire des présentations en public, des gens que ça bloque leur carrière ou des gens même qui ont fait des présentations publiques toute leur vie, qui étaient super à l'aise et tout d'un coup, il est arrivé un événement dans leur vie qui n'a rien à voir avec présenter ou des fois qui a à voir. Et puis là, ils sont plus capables de présenter. Wow. Et ça, c'est quelque chose de fascinant. Encore, j'ai un client la semaine passée qui m'a écrit, qui m'a dit « Wow, tu sais, j'en reviens pas comment j'ai pu présenter devant, je pense qu'il y avait comme 2000 personnes. Et les gens sont venus me voir puis ils sont venus me dire « Wow, c'était une super présentation. » Donc, il y a vraiment des changements, des transformations concrètes, là. Ouais. Il y a aussi beaucoup de mythes qui entourent l'hypnose. Comme ça, on entend souvent que ça peut être fait pendant un état qui est de sommeil ou que les gens peuvent prendre comme le contrôle mental à notre insu. Peux-tu un peu démystifier comme ces mythes-là? Oui. Je pense que l'hypnose thérapeutique, comme je la pratique, évidemment, on va le voir. Quand je fais une erreur sous hypnose, la personne, elle me reprend tout de suite. Si je dis à quelqu'un, oui, tu te souviens... hier, ta sœur ou ton frère. Puis là, la personne va dire non, c'était mon fils. OK? Donc, les gens sont conscients. OK. Ils savent exactement ce qui se passe, puis ils me reprennent si je me trompe. Donc, s'ils ont envie d'aller à la toilette, ils sont conscients de leur corps. Jeanne-Hélène, il faut que j'arrête. Il faut que j'aille faire un bio break. Donc, OK, tu peux exactement. toujours, à tout moment, exactement. les enlever d'un état d'hypnose. Exactement. Donc, les personnes sont conscientes de leur corps, sont conscientes de ce qu'elles disent. Et donc, prendre le contrôle de la personne, non. Mais dans le fond, comme tu ne pourrais pas m'hypnotiser si moi, je te donne pas l'autorisation de m'hypnotiser. Je pense qu'on pourrait amener quelqu'un dans un état d'hypnose, comme la publicité peut nous amener dans un état d'hypnose, comme on peut tomber dans un film en état d'hypnose, comme on peut conduire d'un point A à un point B en état d'hypnose. Okay. Mais faire des choses
il y a toujours un volontarisme. D'ailleurs, les gens qui font l'hypnose de spectacle, Ouais. ils choisissent les gens. Hein. Ils ont des critères. Dès que les personnes entrent dans la salle, Ah sont déjà ouais? observées. Ils savent déjà qui va répondre mieux. Il y a les critères comme l'extraversion, tout ça. Puis, tu sais, c'est des volontaires. Les gens qui lèvent la main savent qu'ils vont aller faire des choses sur scène. Donc, déjà, ils sont déjà d'accord pour faire des choses. Donc, c'est tout un montage où est-ce qu'ils amènent les gens, finalement, à OK. faire des choses. Ouais. C'est vraiment C'est un pas- peu l'hypnose-spectacle, c'est un art, c'est un spectacle, c'est quelque chose que les gens maîtrisent. C'est un script qui est vraiment très précis, c'est des techniques vraiment très précises dans le but de faire un spectacle. Donc, c'est très différent de ton approche. Oui, absolument, absolument. Puis, si on revient sur l'hypnose, donc, tu peux pas m'hypnotiser, dans le fond, puis faire un travail, si on veut, sur moi, si je suis pas volontaire. Mais je me rappelle qu'à un certain moment, tu m'as dit parce que, en fait, avant que mon frère me parle d'hypnose, lui avait commencé et entamé un travail avec toi et ma mère aussi. Puis moi, sans le savoir qu'eux faisaient ce travail-là avec toi, pendant la semaine avant qu'il me parle de son travail d'hypnose, j'ai commencé à avoir plein de flashbacks de mon enfance. Mais ça a duré j'ai des frissons juste à en parler. Ça a duré pendant au moins une semaine. Puis c'était juste avant le temps des fêtes. Puis je vous le jure, là, c'est comme j'avais plein de souvenirs qui me remontaient à la surface sans que j'aie à forcer. Là. Ça faisait juste monter, monter, monter. Puis à un certain moment, je me suis dit, ben qu'est-ce qui se passe? Puis moi, j'avais la fausse croyance d'avoir une mauvaise mémoire. OK? Parce que mes amis d'enfance ou avec qui j'avais été à l'école, souvent, ils me disaient, ben oui, tu t'en rappelles pas ça, puis c'est passé telle chose. Ah, tu t'en rappelles pas de tel événement. Puis je disais toujours, non, vous avez une bonne mémoire, je m'en rappelle pas. Mais pendant cette semaine-là, il y a tellement de souvenirs qui sont remontés que je j'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Puis c'était tellement intense que j'ai commencé à les noter dans un journal. Puis, quelques jours après, mon frère m'a comme partagé qui avait commencé ce travail-là avec toi. Puis, quand on s'en est parlé à un moment donné, je pense que je t'avais même dit est-ce que ça se peut que tu aies travaillé sur moi à distance parce que je comprenais pas? Tu sais, vu que tu travailles avec 2 membres de ma famille, je me suis dit peut-être que je faisais partie du puzzle. Non. Mais tu m'as dit non, par contre, ça se peut qu'en travaillant avec eux, ça m'aide débloqué moi. Ben, en fait, c'est sûr que on est en relation avec les gens. Si toi, tu arrives dans une pièce et que tu es de bonne humeur et que tu es libre et que tu te sens bien, ben, c'est des vases communicants. Ça risque de m'influencer par les neuromiroirs. Je risque d'être influencée par ce que tu es, surtout si on est très proche. Donc, c'est possible aussi qu'il y avait une partie de toi qui avait envie de laisser aller certaines choses ou certaines choses qui se sont passées dans ta vie qui ont fait que ça a libéré certains souvenirs. Des fois, c'est des drôles de hasard. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas de hasard, mais des fois, c'est des drôles de hasard qui arrivent. Ouais, c'était vraiment spécial. Puis aussi, moi, il faut dire que j'avais fait un travail en amont. Tu sais, j'avais consulté psychologue, coach de vie, tout ça, avant de faire le travail d'hypnose. Donc, on peut dire que j'avais quand même débuté une petite transformation, un petit cheminement de mon côté. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est que avec le travail qu'on a fait ensemble, ma transformation s'est faite tellement plus rapidement. Puis c'était beaucoup dans le concret, dans l'action très, très, très concrète. Puis, ouais, moi, ça m'a énormément parlé parce que des fois, je trouvais comme, tu sais, le psychologue, exemple, moi, personnellement, c'est pas une approche qui m'a apporté beaucoup. Parce que dans ma tête, je me disais, si j'ai besoin de me confier puis de parler à quelqu'un, ben, might as well, tu sais, je vais parler à mes amis, à quelqu'un de confiance. Comme moi, ça m'apportait pas. J'avais besoin de quelque chose, tu sais, plus soutenable, plus concret. Mais ceci n'empêche pas, tu sais, l'un n'empêche pas l'autre, là. En fait, moi, la plupart des gens qui viennent me voir ont déjà fait beaucoup de travail. C'est rare que l'hypnose, c'est la première chose que je vais faire comme approche. C'est rare que les gens arrivent à l'hypnose en premier. Donc, les gens ont souvent fait beaucoup de choses. Et heureusement, je te dirais que moi, je récolte un peu tout le travail que les gens ont déjà fait avant parce que tout le travail qu'ils ont fait avec leur psychologue ou avec un psychiatre ou qu'ils ont fait avec d'autres types de thérapies, c'est dans leur inconscient. Puis des fois, c'est des graines qui ont été semées. Des fois, il y a des choses qui n'étaient pas nécessairement venues à la conscience de la personne, mais c'est pas rare que les gens vont me dire «
là, je comprends ce que ma psychologue voulait me dire. Ah, là, je comprends. Ah oui, ah, là, je mets toutes les pièces ensemble. Donc, moi, je dirais que je bénéficie d'une certaine façon du travail que les gens ont fait avant. Parce qu'il y a souvent un terrain qui est déjà prêt, qui a déjà reçu des enseignements qui sont comme dans l'inconscient, où la personne n'était peut-être pas nécessairement prête à aller aussi loin que le thérapeute était prêt à aller avec eux. Et des fois, c'est dans l'inconscient. Puis là, qu'on se met à y aller tous les jours, à y aller souvent. Puis comme il y a l'enregistrement que les gens écoutent tous les jours, tous les jours, ils retournent par eux-mêmes sous hypnose. Donc, c'est pas rare que les gens vont me dire « Ah oui, là, je comprends. Il y a une thérapeute qui me parlait de ça il y a 15 ans, mais je comprenais rien. » Puis là, tout d'un coup, ça fait du sens. Donc, il y a vraiment un effet d'intérêt composé. Donc, chaque fois qu'on fait du travail, même si on a l'impression qu'il ne se passe rien, même si on a l'impression que ça ne nous donne pas les résultats qu'on voulait, le travail est là, il est fait. Puis quand on est prêt, ça sort. On va pour revenir sur ce que tu disais pour l'enregistrement, pour ceux qui ne savent pas, dans le fond, parce que nos séances qu'on fait ensemble sont enregistrées et donc le client peut le réécouter à tous les jours. En fait, c'est souhaitable. Il y a une partie. Il y a le début et la fin. Donc, et que la personne réécoute, qui lui permet, parce que le cerveau apprend par répétition. Donc, si on a appris des mauvaises choses, si ça fait 30 ans qu'on se dit que je suis pas assez bonne, je suis pas assez intelligente, je suis pas assez grande, je suis pas assez fine, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, ça fait d'écouter pendant peut-être 30 jours que je suis assez bien et que je suis adéquate et que je suis à la hauteur, ça contrecarre, si tu veux, l'information négative ou les messages négatifs qu'on s'est dit pendant des années. Wow. Dans le fond, c'est comme des affirmations positives qu'on écoute en boucle. Oui, mais il y a plus que l'affirmation parce que il y a vraiment l'émotion, il y a l'imagination aussi. Puis comme on l'enregistre juste pendant qu'on fait la séance, on est vraiment dans cette énergie, dans ces mots-là qui ont du sens pour la personne. Je fais jamais 2 enregistrements qui sont les mêmes. Tu le sais, tu en as quelques-uns. Oui. J'utilise jamais les mêmes mots. C'est vrai. J'utilise jamais la même formule. C'est vraiment en fonction du travail qu'on a fait ensemble pendant cette séance-là, les mots qui sont venus de toi pendant cette séance-là. Donc, c'est vraiment du sur-mesure à chaque fois, de l'improvisation totale à chaque fois. Et c'est vraiment fait sur mesure pour la personne elle-même. Puis toi, je suis curieuse de t'entendre, Janelle. Toi, comment tu le vis, ce travail-là que tu fais avec tes clients, de voir leur transformation? Qu'est-ce que toi, ça t'apporte? Ça me transforme moi aussi. Ça me transforme moi aussi. C'est sûr que quand je reçois des messages, et j'en reçois beaucoup, de gens qui me racontent des anecdotes. « Ah, il s'est passé telle chose aujourd'hui, j'aurais jamais agi de telle façon » ou « voilà où je suis rendue, voilà ce que j'ai fait », etc. Mais dans le travail lui-même, moi, je suis persuadée que ça a un effet même sur mon corps physique. J'ai passé des tests de santé où est-ce qu'on mesure l'âge biologique, etc. J'avais comme 12 ans de plus jeune que mon âge. Wow. Et c'est vrai que je m'alimente bien, puis que je mène une vie quand même assez saine, je ne bois pas d'alcool, tout ça. Mais je dis à mes amis, je suis persuadée que c'est que chaque jour, je vais dans un état de détente tellement profonde avec mes clients, là, que j'y vais moi aussi. Tu sais, moi aussi, mon rythme ne peut pas être super excité quand je suis vraiment avec la personne dans un rythme où est-ce qu'on est vraiment relax, on est vraiment calme. J'y vais moi-même chaque jour. Fait que je suis persuadée que ça a un effet sur ma santé physique, ma santé psychologique, ma santé morale. Donc, c'est sûr que c'est très exigeant. Comme tu sais, ça demande un niveau de concentration, de focus vraiment. Parce que c'est des longues heures aussi, les séances. C'est des séances de 2-3 heures que je fais. Donc, c'est clair que ça prend un focus, une concentration. Mais une fois qu'on est dedans, on nage dedans, puis à la fin, on regarde l'heure, puis on dit « Oh mon Dieu, ça fait 2h30 qu'on est là. » Ça n'est pas rendu compte. Donc, pour toi aussi, ça passe vite. Oui. OK. C'est jamais un travail. C'est jamais. Je me lève toujours le matin. Tu sais, le dimanche soir, je regarde mon horaire, puis là, je regarde les clients que je vais avoir dans la semaine, puis c'est toujours comme ah oui, celle-là, ah oui, celui-là, ah oui. Je choisis mes clients me choisissent. Puis, donc, ça me fait vraiment du bien autant à moi. Justement, tu as vu que c'est quand même énergivore. Comment tu fais pour te réénergiser? Oui. En fait, j'ai déjà traversé ma ligne. Quand j'étais dans le monde corporatif, j'ai traversé la ligne. J'ai fait comme un mini burn-out éventuellement.
Puis je me souviendrai toujours, l'associé du bureau m'avait dit, Jeanne-Hélène, si on voit que ton ordinateur est allumé puis que tu travailles, on va te prendre ton ordi. Donc, puis quand tu vas revenir, ben tu vas être capable de comprendre les gens qui traversent la ligne eux aussi. Fait qu'une fois qu'on a traversé sa ligne, on est attentif à nos signes. On sait comment notre corps commence à sentir qu'on est fatigué. On connaît nos signes à nous. Donc, moi, je connais bien mes signes quand je commence à être fatiguée. Donc, j'ai une discipline où chaque dimanche soir, je regarde mon horaire de la semaine. Et là, dépendamment de l'état dans lequel je suis, je bloque du temps. Des fois où je vais bloquer 2 jours, 3 jours, des fois où je vais bloquer des demi-journées. Et des fois où je vois que là, je commence à être vraiment plus fatiguée. Je vais avancer, puis là, je vais vraiment réserver plus de temps. Je fais du ski de fond. Je vis dans la nature, fait que je fais du ski de fond. Je vais prendre des marches. J'essaie à tous les jours de sortir dehors et d'aller faire une marche ou du ski de fond. Je pourrais faire du ski alpin aussi. Je suis vraiment à côté. Donc, l'idée, c'est vraiment de dire d'aller faire une activité, de tourner aussi. Une fois que ma séance est finie, pour moi, elle est finie. Pas que j'aime pas mes clients, mais après, tu dois mettre la switch à off. Je mets la switch à off. Ouais. Puis je me concentre à autre chose. Je m'alimente bien aussi, je dors bien. Mais je suis très attentif à mes signaux. Je suis très attentive à mon corps, puis à comment je me sens. Donc, puis je fais des correctifs tout de suite. Qu'est-ce que tu veux dire, des correctifs? Je bloque du temps dans mon agenda. Je vais faire des activités sportives. Je me dis, si j'ai, exemple, des nouveaux clients vont prendre beaucoup plus d'énergie que des clients que je connais depuis longtemps parce qu'il y a des gens qui ont peur de l'hypnose, etc. Donc, ça demande une autre approche. Donc, si j'ai dans la même semaine 3 ou 4 nouveaux clients, c'est sûr que là, je sais que ça va me demander plus d'énergie. Donc, je gère mon énergie comme un compte en banque, vraiment. Tu sais, si je sais que ça va m'en prendre beaucoup, je vais aller faire des choses qui me procurent beaucoup d'énergie, qui sont des générateurs d'énergie pour moi. Puis, est-ce que toutes tes séances sont en virtuel Oui. ou... OK, c'est... Oui. Fait que peu importe où on habite dans le monde, on peut travailler avec toi. Oui, j'ai des clients vraiment partout dans le monde et ça, c'est vraiment le fun parce que finalement, tout le monde a les mêmes enjeux, peu importe où on vit. C'est assez fascinant. C'est quoi la fausse croyance la plus commune? Je suis pas assez, je suis pas à la hauteur. Ça, c'est une croyance qui coûte vraiment cher à l'humanité en termes de créativité, en termes de possibilités. Tout ce que les gens s'empêchent de faire parce qu'ils pensent qu'ils sont pas à la hauteur. Tous les rêves qu'ils réalisent pas parce qu'ils pensent qu'ils sont pas à la hauteur. Toutes les choses qu'ils n'osent pas faire, les gens vers qui ils n'osent pas aller, les rêves qu'ils réalisent pas parce qu'ils pensent qu'ils sont pas à la hauteur. C'est vraiment... ça a un gros coût. Je suis persuadée que si on élevait sur le continuum cette croyance, si les gens croyaient juste un peu plus, 3, 4, 5, 10 % de plus qui sont à la hauteur que ce qu'ils croient présentement, si on bougeait juste un peu sur le continuum, on verrait des grandes contributions déjà pour l'humanité. Mais c'est drôle que tu mentionnes ça parce que j'avais cette fausse croyance-là avant, puis je pensais que j'étais seule au monde à croire ça. Parce que autour de moi, les gens avaient l'air tellement confiants, tellement de se sentir à la hauteur. Puis je me disais, pourquoi je suis la seule qui sent que je suis pas assez, que je suis pas à la hauteur? Donc, c'est quand même drôle de dire que plus de personnes qu'on pense... Oui, il y a 3 familles. Il y a 3 familles de croyances qui sont assez récurrentes. Toutes celles de « je suis pas à la hauteur ». L'autre famille, c'est « pas disponible pour moi ». Donc, l'amour, c'est pas disponible pour moi. L'argent, c'est pas disponible pour moi. Une carrière, c'est pas disponible pour moi, etc., etc. Et la troisième, c'est « je suis incapable de connecter. Je suis pas comme les autres. Je suis différent des autres ». Donc, tout ce qui est... et encore là, quand les gens se reconnectent, c'est vraiment intéressant parce que qu'est-ce qui fait qu'on est différent? C'est souvent ça notre avantage marginal. C'est souvent ça qui va nous permettre d'aller scorer des buts, qui va nous permettre de réaliser des choses que d'autres personnes ont plus de difficultés à réaliser, mais on met ça de côté parce qu'on veut être dans la norme, on veut être dans le moule. Donc, tout ce qui est de « je ne suis pas connecté, je ne suis pas comme les autres, je suis différent », ça aussi, je te dirais qu'il y a une grande perte d'opportunité, de créativité pour l'humanité, finalement. D'où l'importance d'aller faire le travail pour pouvoir mener une meilleure vie puis en même temps en faire bénéficier l'humanité. Oui, puis se sentir déconnecté, dans les grandes familles d'addiction, les gens vont souvent avoir ces 2 croyances-là. Je suis pas à la hauteur et je suis pas capable de connecter. Donc, pour connecter, je vais utiliser une substance
où je vais acheter des choses, où je vais aller au casino. Donc, quand on apprend à connecter avec les gens, à connecter avec soi d'abord, après ça, connecter avec les gens, c'est sûr que notre qualité de vie est beaucoup meilleure. Elle s'en trouve vraiment améliorée. Dans toute ton expérience des dernières années, est-ce qu'il y a une transformation marquante chez un client que tu as accompagné et que tu voudrais nous partager, qui te vient en tête? Je peux pas vraiment parler de clients en particulier, mais je peux dire, exemple, moi, je travaille beaucoup avec des entrepreneurs. Et dernièrement, il y a un entrepreneur qui est venu me voir et qui me dit, tu sais, quand on a travaillé ensemble, notre bureau, on était comme, je pense qu'il était 8 ou 9 employés. Puis elle dit, maintenant, on est 40. Puis si on est passé à 40, c'est parce que c'est moi qui ai changé. C'est moi qui bloquais l'expansion de notre entreprise par mes croyances à moi. Donc ça, c'est un exemple que je peux donner. Peur de faire confiance, peur de déléguer. Peur de ne pas être assez, de ne pas être, tu sais, peu importe. Donc ça peut être un exemple, tu sais, de personnes qui ont vraiment des résultats concrets, des blocages là, vraiment assez grands. Donc, c'est vraiment varié. J'ai des gens qui tombent enceintes, toutes sortes de choses. Et ça fait des années on peut aider pour l'infertilité. Ça peut aider pour l'infertilité. Souvent avec d'autres modalités. C'est vraiment fascinant. Je sais aussi que les femmes enceintes, pour la gestion de la douleur, là, j'avais déjà entendu que l'hypnose pouvait aider. Oui, hypno-birthing, qui appelle hypno-naissance, là, c'est vraiment une spécialisation. Moi, j'en fais pas vraiment. Je travaille avec la douleur, oui, des gens qui ont des douleurs, mais l'hypno-naissance, il y a vraiment des hypnothérapeutes qui se spécialisent et qui ne font que ça, comme il y a des gens qui font que arrêter de fumer. Et moi, je dis aux gens, quand c'est votre seul enjeu dans la vie, puis vous voulez vraiment vous aller voir ces spécialistes-là, ils ne font que ça. OK, je savais pas que tu peux être spécialisée juste pour comme arrêter de fumer. Exact. Wow, c'est vraiment intéressant. J'avais mis une question ouverte sur les réseaux sociaux du balado pour, en fait, si les gens avaient des questions par rapport à l'hypnose ou ils étaient curieux. Okay. J'ai reçu quelques questions, donc je me suis dit que j'allais te les poser, celles que je trouvais les plus pertinentes. Donc, il y en a une qui posait, est-ce que l'hypnose peut nous aider à trouver notre passion, notre mission de vie, notre why? Absolument. Absolument, oui. Puis ça, je le fais souvent. En fait, les gens viennent rarement me voir en me disant « je veux trouver ma mission de vie ». Mais ils viennent me voir pour quelque chose et ils se rendent compte que finalement, s'ils n'arrivent pas à réaliser leur objectif, c'est qu'ils n'ont pas de mission. C'est qu'ils n'ont pas de... Leur why n'est pas clair pour eux. Donc, ils avancent, mais c'est pas clair, puis ils sont insatisfaits. Donc, oui, absolument. On va souvent aller voir le why. Dans le why, il y a souvent beaucoup de réponses de quand on était enfant, les jeux qu'on jouait, les choses qu'on faisait. Ça sera pas du coller-coller, mais ça va commencer à... il va émerger des choses, des thématiques. Oui, absolument. Parce que, dans le fond, les réponses sont déjà en nous. Oui. C'est juste qu'on les a enfouies quelque part. Et l'autre chose, je dirais, c'est que quand on va beaucoup au pays de notre inconscient, on s'ouvre à rendre l'inconnu du connu. Donc, on explore d'autres choses. Et souvent, ces choses-là, ils étaient devant nous. Mais on les voyait pas. On les chassait de notre vue, on ne les voyait pas. Il n'y avait pas d'importance pour nous, on ne les regardait pas. Ça arrive souvent des gens, même pour des amoureux. J'ai des gens, exemple, qui viennent parce qu'ils veulent s'ouvrir à l'amour, ils veulent réapprendre à être dans une relation. Et puis souvent, la personne est déjà là dans leur entourage, mais ils la discartaient, ils l'enlevaient parce que pour toutes sortes de raisons, pas valables nécessairement. Donc, c'est fascinant de voir que une fois qu'on s'ouvre, c'est là où il y a des choses qui sont parfois juste à côté de nous. On voit, cette annonce-là était là depuis toujours. Ce cours-là, il était là depuis toujours, mais je me suis jamais intéressée. Ce livre-là, il était dans ma bibliothèque, ça fait 20 ans, mais je l'ai jamais lu. Puis là, tout d'un coup, il y a comme, oui, ça résonne avec moi. Je prends le livre, je lis, puis oui, je trouve exactement ce que je cherchais dans ce livre-là. Donc, l'hypnose, c'est une façon, mais l'inconscient nous guide de plein d'autres façons dans notre vie de tous les jours, sans même faire de l'hypnose. Mais tu vois, il y a quelque chose qui me monte à la tête pendant qu'on en discute, c'est que, par exemple, moi,
enfant, j'étais très créative. J'aimais dessiner, j'aimais peinturer, mais j'ai mis ça de côté pendant plusieurs années. Puis, tout récemment, je me suis inscrite à un cours de peinture. Puis, j'ai commencé à faire ce cours-là. Puis, c'est tellement drôle parce que je comprenais pas pourquoi j'avais attendu tant d'années avant de renouer avec cette passion-là, tu sais. Mais quand on s'est reconnecté à la petite Sabrina, mais je me suis rappelée de ça, tu sais, qu'elle aimait être dans l'art. Puis ça m'a tellement fait du bien de comme... Mon âme me disait merci, là. Au premier cours, là, je l'entendais, là. Je me sentais... Puis vraiment, j'étais comme dans un état d'hypnose parce que j'ai perdu la notion du temps. Exact. Puis ça m'a tellement fait du bien. Puis aujourd'hui, comme j'ai hâte d'aller à mon cours, comme je sais que c'est nécessaire. Mais c'est vrai, tu sais, c'est tellement des choses qui étaient là pourtant, puis c'était tellement facile, accessible, mais on dirait que je me disais, je remettais ça toujours à une prochaine fois ou je me donnais pas le droit de juste y aller, tu sais. Exact. Puis des fois, on entend le bruit, tu sais, dans notre tête, là. Ah non, ça donne rien, fais pas ça. C'est tellement vrai. Ou des fois, je me disais, il va juste avoir comme... j'avais cette fausse croyance que c'était juste comme pour les retraités, puis que j'avais pas ma place, puis que en plus, tu sais, je veux dire, j'avais pas de base professionnelle. Comme j'avais jamais suivi de cours, fait que je me disais, ben là, je suis trop débutante, je vais pas suivre le groupe, je vais pas être à la hauteur. Fait que, tu sais, toutes ces fausses... Oui. Donc ça, tu vois, tout à l'heure, à la question du why, justement, quand on se reconnecte à des choses qu'on aime vraiment, mais qu'on a mis de côté pour toutes sortes de raisons, bonnes et mauvaises, souvent, on va redécouvrir à travers ça, justement, notre why. Une chose amène à l'autre. Mais il suffit d'aller vraiment d'oser, de faire le pas, d'essayer des nouvelles choses ou d'essayer des choses qu'on faisait quand on était plus jeune, différencier, si tu veux, avec un... Puis ça nous amène quelque part. C'est trop intéressant. Je vais passer à la deuxième question qu'on avait reçue. Est-ce qu'il y a des effets secondaires à l'hypnose? Dans les recherches du docteur Spiegel à Stanford, il dit qu'il n'y a pas vraiment d'effets secondaires nuisibles. Dans certaines littératures, on parle de personnes qui sont restées comme plus dissociées, qui étaient peut-être des gens qui n'avaient pas été bien screenés. Donc, c'est sûr que peut-être que c'est des gens qui avaient des sensibilités ou qui avaient déjà fait des psychoses ou des choses comme ça, puis qui n'ont pas été vraiment bien... qu'on n'a pas fait un bon questionnaire avant de les hypnotiser. Mais la personne peut entrer sous état d'hypnose en écoutant un film ou en se concentrant sur quelque chose. Donc pas vraiment. Pas vraiment. J'avais une autre question aussi que je trouvais particulière, mais je me suis dit, je vais la poser pareil. Tu vas sûrement plus savoir comment y répondre, mais la question, c'était par quel canal as-tu accès à mon subconscient? J'ai pas accès à ton inconscient. C'est toi qui as accès. OK. Moi, j'ai pas accès à toi. Je te pose des questions et toi, à l'intérieur de toi, les réponses viennent. Donc, moi, j'ai accès à rien. OK. Mais moi, c'est le mot canal qui me... Je savais pas trop qu'est-ce que... Oui, non, mais c'est vraiment la... Moi, je vais te poser des questions. Toi, tu vas être dans un état où tu vas être vraiment concentré sur cette chose-là. Il n'y aura plus de bruit dans ta tête de « Ah, t'es pas bonne, t'es pas belle, t'es pas grande. Les gens vont rire de toi, etc. » Tu n'as plus tout ce bavardage-là dans la tête. Donc, si tu fais juste enlever ce bavardage-là sans aller sous hypnose, tu vas déjà être capable d'avoir accès à beaucoup de réponses et à beaucoup d'informations sur toi-même. Moi, j'arrive juste avec une plateforme, une technique qui fait taire le bruit, le jacassage, et se parler de façon négative, faire des projections négatives, des scénarios négatifs, etc. Et ça te permet d'écouter qu'est-ce qui est là. Donc, l'hypnose, c'est une plateforme, mais déjà, si tu fais juste enlever le bruit, tu vas avoir accès à beaucoup d'informations. J'adore. Pendant une de nos séances, je me suis endormie. Puis je me suis fait réveiller par le son de ta voix qui disait « Sabrina! » Je me suis comme réveillée en sursaut. J'étais un peu gênée de m'être endormie. Est-ce que c'est quelque chose de courant chez toi? Non, c'est très rare. C'est très rare que les gens s'endorment. Mais ça peut arriver. La personne,
des gens, souvent, pendant les séances, moi, je leur dis, étendez-vous sur votre divan, mettez-vous une couverture, mettez-vous à l'aise, etc. Donc, les gens sont chez eux. S'ils sont moindrement fatigués, je veux dire, si tu n'as pas dormi de la nuit, Ouais. les enfants t'ont réveillé 5-6 fois, ça peut arriver, mais c'est très, très rare que ça arrive. OK. Mais si on s'endort, t'as pas le choix de nous sortir de l'état d'hypnose. Ouais, puis de toute façon, la pire des choses qui pourrait arriver, c'est que la personne va s'endormir puis elle va se réveiller naturellement. OK, donc ça dérange pas. Non, parce qu'on y va naturellement chaque jour. OK. Tu y vas avant de t'endormir et avant de t'éveiller. Donc, comme tu y vas de toute façon naturellement, tu t'éveilles ensuite. Fait que ça, je pourrais pas rester dans un état Non. d'hypnose toute ma vie. là. Non. En tout cas, si c'est arrivé, je sais pas, j'ai aucune donnée là-dessus. OK, parfait. Puis justement, ça m'amène à ma prochaine question. Est-ce qu'il y a une anecdote amusante ou inattendue que tu as vécue pendant une séance d'hypnose? Non, mais j'ai des fous rires des fois. Des Oui. fois, j'ai des gens qui rient. Ben, encore la semaine dernière, des gens qui se retrouvent devant des situations et qui rient, mais qui n'arrêtent pas de rire. Et un rire qui vient vraiment de loin. Puis là, c'est comme une espèce de libération dans le sens que rire, tu sais, souvent, pleurer, Ouais. ça nous fait du bien. Après, on se sent bien. On a pleuré, on a laissé aller. On n'est pas toujours conscient de ce qu'on a laissé aller, puis c'est correct. On n'a pas besoin d'être conscient de tout. Mais des fois, le rire aussi. Ah Donc, ouais, c'est hein? fou, des fois, avec les gens, on va dans des rires. Des fois, il y a un exercice que je fais sous hypnose où on se moque de certaines voix qu'on entend. Puis là, je veux dire, des voix, je vais ça, pas on l'a dire- déjà fait on l'a ensemble. fait J'ai ensemble. adoré comme les caricatures. là. Exact. Donc, supposons quand vous étiez enfant, votre mère vous disait toujours, ou même à l'école, un professeur vous disait toujours, t'es bien laid ou t'es pas bon ou tu réussiras jamais rien dans la vie. Ben, la personne sous hypnose, elle va faire cette voix-là, mais de façon exagérée. Tu sais, tu réussiras jamais rien dans la vie. Ah, 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 ah. Puis peu importe, elle va prendre toutes sortes de voix. Et jusqu'à ce que ça semble tellement ridicule que ça fait taire, là. Ça fait que après, on peut plus y croire à cette voix-là. On peut plus y croire à ce qu'on entend constamment de « tu réussiras jamais rien, t'es bon à rien », etc. Donc, ou les autres sont meilleurs. Mais moi, par rapport à ça, quand on le fait, depuis cette séance-là, j'entends plus ces voix-là. Non, c'est ça. Comme vraiment, ils ont été coupés. Pourtant, je les ai entendus pendant comme 32 ans de ma vie, Exact. mais là, je les entends plus, ils sont coupés. Mm-mm. C'est vraiment spécial. Oui, c'est le fun. Mais on s'entend, les voix, c'est pas de façon schizophrénique, mais bien de façon, c'est ce langage intérieur qu'on se répète, les choses qu'on a entendues quand on était enfant, qu'on se répète. Et puis, c'est un exercice qui fonctionne vraiment bien, qu'on peut se faire à soi-même facilement. Tu sais, on le fera comme on peut le faire même en exercice très facile, où est-ce que tout le monde peut faire ça de chez choisir quelque chose qu'ils entendent OK. tout le temps. Puis Qu'ils répéter de c'est ça, façon caricaturale. Exactement, oui. Oh, c'est cool, c'est un bel outil, ça, à utiliser. Ouais. Fait que pas besoin d'être dans un état d'hypnose nécessairement pour le faire. Là. Tu peux le faire devant ton miroir. Wow. Tu peux le faire devant ton miroir puis dire, OK. Ouais, moi, il y a quelqu'un quand j'étais enfant qui me disait toujours que je savais pas me battre. Ça, c'est quelque chose qui me suivait vraiment. Tu sais, ah, toi, tu sais pas te battre, tu sais pas te battre, tu sais pas te battre. À un moment donné, je l'ai fait, cet exercice-là, pour moi. OK? Et c'est vrai, c'est vraiment... Tu sais, j'ai pas besoin d'aller sous hypnose. Tu le fais devant ton miroir, puis là, tu prends toutes sortes de voix. Tu prends la voix de Donald Duck, la voix de Minifée, tu prends la voix de la petite sirène, tu prends la voix d'un ogre, tu prends la voix de qui tu veux, peu importe les personnages. Tu les exagères, puis éventuellement, effectivement, la voix, tu l'entends plus. Incroyable. Ouais. Donc, si vous avez envie d'essayer ça à la maison, allez-y. Faites juste, assurez-vous que vous êtes seul ou que vous prévenez les gens. Faut pas qu'on vous interrompe. Exact. Jeannette, ça serait quoi le conseil que tu aurais à donner à quelqu'un qui aujourd'hui entend notre conversation et aurait envie d'essayer l'hypnose? Premièrement, renseigne-toi. Renseignez-vous sur l'hypnose. Je veux dire, il y a tellement d'informations. Deuxièmement, vous pouvez faire des exercices d'auto-hypnose aussi. Donc, comment? As-tu un petit exemple? Oui, on peut le faire avec toi si tu veux. Ouais? OK. Je suis partante. OK. Donc, je vais le faire avec toi. OK. Puis, choisis juste une émotion que tu vis aujourd'hui. Elle peut être positive ou négative. On va dire la reconnaissance. OK. Excellent. Gratitude, reconnaissance. OK, excellent. Donc, tu vas regarder vers le haut, comme si tu regardes vers la ligne de tes cheveux. Tu vas décroiser les jambes.
Et tu vas prendre 3 grandes longues inspirations, expirations, toujours en regardant vers le haut. Inspire, expire, inspire, expire. Et une dernière fois, inspire. Et en expirant, tes paupières se ferment. Tes paupières sont lourdes, comme collées, engluées, scellées. Tu peux maintenant imaginer que tes joues sont molles, ta mâchoire est molle et tu peux baisser légèrement le menton. Voilà. Excellent. Maintenant, simplement, de 1 à 10, jusqu'à quel point es-tu en gratitude, Sabrina? 10. Excellent. Maintenant, si tu descends ça à 9, comment es-tu? Quelle est la différence? Pas vraiment de différence. À 8? Je commence à sentir un petit point dans mon estomac. À 7? Ça s'amplifie. À 6? Ça s'amplifie toujours. À 5? Quand tu es à 5 de gratitude, tu te sens comment? Je me sens comme une lourdeur. À 4? Même chose. Quelque chose qui me compresse. Je À me sens 3? comprimée. Même chose. 2? Ça affecte ma respiration. OK. Maintenant, tu peux remonter à 3. Qu'est-ce qui est différent à 3? Ça va un petit peu mieux. À 4? Tranquillement, je remonte. À 5? Qu'est-ce qui est différent quand tu es à 5? Je suis plus en expansion. À 6? Même chose. 7? Je me sens plus... je respire mieux. À 8? Même chose. 9? Plus ouverte, plus légère. Quand tu es à 10? La pression est partie. Excellent. Donc, à 3, tu peux ouvrir les yeux. 1, 2 et 3. OK. Wow. Cet exercice-là, c'est un exercice vraiment simple que vous pouvez tous faire d'auto-hypnose. OK. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'aller profondément, de se détendre et de jouer avec l'intensité d'une émotion, d'une réaction. Et c'est très utile pour s'auto-gérer quand on se retrouve devant une situation difficile. Exemple, vous êtes dans une réunion, tout d'un coup, la pression monte, vous sentez que vous allez dire des choses que ça ne vous tente pas de dire, que vous allez réagir de façon agressive ou au contraire que vous allez... Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous pouvez aller aux toilettes, etc. Vous pouvez juste vous-même vous dire, OK, là, je suis à combien sur 10? OK, je vais baisser ça à 5, je suis comment? À 4, si je baisse ça à 3. Puis là, en nommant c'est quoi les différences, tranquillement, vous faites une autre expérience. Et pour votre cerveau, c'est comme si c'est vraiment ça l'expérience. C'est vraiment, je ne sais pas si tu as ressenti, mais OK, quand je suis à 10, je suis comme ça. Puis là, tranquillement, Oui. j'ai juste besoin de me dire que je suis à 7, que je suis à 6, que je suis à 5, puis je change à l'intérieur. Bien, ça, on peut le faire pour... N'importe quelle émotion. Avec n'importe quelle émotion. Donc, si on veut augmenter la joie, si on veut baisser l'agressivité, Wow. si on veut augmenter la gratitude, si on veut baisser... Puis c'est un outil qu'on peut utiliser d'auto-hypnose, qu'on peut utiliser pour soi rapidement, facilement, qu'on peut toujours avoir dans sa poche, qui est fort simple. Et l'idée, c'est vraiment de respirer. Si on ne peut pas lever les yeux parce qu'on est dans une réunion, quelque chose, on peut simplement se baisser un peu et puis aller à l'intérieur de soi. Puis en se disant à soi, je suis comment quand je suis à un 5, je suis comment quand je suis à un 4, je suis comment quand je suis à un 3, on en fait l'expérience tranquillement. Et c'est un outil qui fonctionne quand même assez bien, qui est de l'auto-hypnose. Non, il faut l'essayer parce que vraiment, je l'ai senti, là, je le sentais. Puis c'est la différence de quand j'étais à 10, là, vraiment dans la gratitude. Puis quand je baissais, là, c'était comme physiquement, là, je le sentais, la pression ici. Puis là, j'avais de la misère à respirer. Fait que dans le fond, comme exemple, moi qui voudrais
dans le fond, comment je me sens à 10 en gratitude, c'est comme ça que si je voudrais comme répéter l'expérience, c'est ce feeling-là que je devrais suivre. Et tu peux le faire. Moi, je dis aux gens, prenez juste une chose. On travaille une chose à la fois. C'est comme ça souvent qu'on a des meilleurs résultats. Si vous êtes dans la vie, c'est ce que je veux, moi, avoir plus de joie ou plus de gratitude. Quand vous vous levez le matin, la première chose que vous faites cet exercice-là et amenez votre joie à 10 avant de vous lever. Ça va vous prendre peut-être 3 minutes. Et avant de vous coucher le soir, revoyez tous les moments où vous avez été joyeux dans la journée, puis ressentez cette joie-là ou cette gratitude-là. Faites-le le matin, faites-le le soir, faites-le peut-être à l'heure du lunch. Et là, ça devient comme du familier. Et puis là, ça devient du familier. Et puis, à force de se répéter cette chose-là, tu sais, dans le fond, on se répète qu'on n'est pas bon, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas assez intelligent, qu'on n'est pas assez grand, qu'on n'est pas assez beau, puis c'est acceptable. Et pourquoi ça ne serait pas acceptable de se mettre dans un autre état artificiellement jusqu'à ce que ça devienne vrai? Mais merci beaucoup pour cet outil-là. Là. Vraiment, je pense que les auditeurs peuvent repartir avec quelque chose. Puis ça, c'est le but que je veux avec le podcast, que chaque épisode apporte une certaine valeur, apporte quelque chose de concret que les gens peuvent utiliser dans leur vie quotidienne. Donc, merci beaucoup, Jeanne-Hélène. Ça nous amène déjà au segment Fraîchement bon. En fait, comme je disais d'entrée de jeu, l'épisode est commandité par les fruiteries urbaines Fraîchement bon, qui comptent 5 locations à Montréal aujourd'hui. Et dans le but de l'épisode, on fait découvrir un produit. Donc, aujourd'hui, on a décidé de te faire découvrir la laitue. C'est un produit québécois, Genvie. Donc, une bonne laitue Boston, donc Aliment du Québec, avec une vinaigrette de la maison Orphée. Donc, c'est sûr, comme on sait, on essaie d'encourager le local. Puis, c'est ce que Fraîchement bon aussi essaie de faire avec ses produits. Donc, on essaie vraiment d'offrir à la clientèle des produits locaux. Donc, je te fais repartir avec ça aujourd'hui. Merci. Merci à toi. On va passer à mon segment quiz. Donc, ça aussi, c'est nouveau dans mes épisodes de 2025. Dans le fond, je fais piger des questions de croissance personnelle à mon invité. Donc, tu y réponds. Si tu le veux, je peux répondre aussi à la question. Donc, c'est un jeu. Et une nouveauté aussi, c'est que chaque invité, à la fin de l'épisode, va laisser une question pour le prochain invité. Donc, j'ai pris ce petit outil-là que j'aime bien. Donc, François Card du dernier épisode a laissé une question. Donc, je ne sais pas si tu vas la piger. OK. C'est quoi le bonheur pour toi? Ah, ça tombe bien parce que mon dernier épisode du podcast qui a clôturé ma saison 2, c'était avec Jeanne-Hélène Boucher, qui est mon homonyme et qui écrit un livre, les 10 principes du bonheur. Donc, on a beaucoup parlé. Pour moi, le bonheur, vraiment, c'est les petites choses. Pour moi, c'est des moments, c'est des capsules. Je viens de passer un week-end avec des amis. On a fait une levée de fonds pour Palliaco, la maison. C'est une maison qui aide les gens qui ont le cancer ou qui sont des proches aidants. Ou en soins palliatifs, des gens en soins palliatifs. Et on a fait un week-end d'activités d'amis en même temps. Donc, on est allé au spa, on a fait des wontons, on a fait plein de choses, on a fait de la raquette, tout ça. Et pour moi, c'est ça, le bonheur. C'est des moments, des capsules où on est vraiment dans le moment présent. Dans le sens que c'est même pas pensable de penser au passé ou de penser au futur. Ça fait même pas... Ça nous vient même pas à l'esprit. Il n'y a rien d'autre qui nous vient à l'esprit que d'être dans le moment où on est présentement. Pour moi, c'est vraiment ça le bonheur. J'adore. Ouais, j'aime vraiment ta réponse. Ça m'interpelle vraiment beaucoup. Et toi, Sabrina? Ben sincèrement, c'est pas pour te copier. Non, mais moi aussi, je pense que c'est la même chose. C'est comme des petits moments très précis. Ouais, comme... Je sais pas, c'est... Des petits moments passés, exemple, avec mes enfants. C'est pas matériel, non. C'est comme des moments à connecter avec des humains, une phrase, une conversation échangée. Ouais, je pense que c'est vraiment ça. Je pensais à moi, c'est exemple, je pense à ma fête. J'ai fêté ma fête samedi dernier avec des amis. Puis ça faisait longtemps que je n'étais pas sortie.
puis que j'étais pas réunie, tu sais, avec mes amis. Donc, de juste passer un moment avec eux, l'ambiance était bonne, à bien manger, rire, parler. Tu sais, ça faisait longtemps que j'avais pas ri autant, j'avais mal aux abdos. Fait que juste ça, pour moi, c'était le bonheur. Comme tu dis, tu sais, j'étais vraiment dans le moment présent. Ça l'a passé beaucoup trop vite. Ouais, je suis un peu nostalgique par contre, là, comme des fois, je suis comme, ah, ça a passé trop vite, j'aurais aimé que ça s'éternise, mais bon, c'est. Ouais. Moi, c'est ça. Je te laisse. Puis j'ai une autre. Ah oui, il y en a question. deux. OK. Alors, une des peurs que tu as dû surmonter. Ah, j'ai surmonté beaucoup de peurs. La peur d'être entrepreneur, Ah ouais, la hein? peur d'être à mon compte. Ah oui. Moi, c'est drôle parce que tout le monde me disait depuis toujours, toi, tu devrais être entrepreneur. Toi, tu devrais être. C'est quand tu vas être à ton compte. Et quand j'ai perdu mon emploi suite à une restructuration il y a 8 ans, un de mes très bons amis à l'époque, à chaque fois ça faisait des années qu'il me disait, Jeanne-Hélène, c'est quand tu vas être entrepreneur, c'est quand tu vas avoir ton entreprise. Puis une autre de mes amies, presque tous mes amis sont entrepreneurs, tu sais. Alors, moi, c'était comme, non, c'est pas pour moi, j'aime trop ma sécurité, j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin d'un gros nom derrière moi. Non, je suis ambitieuse, je serai pas capable. J'avais vraiment beaucoup de peur. Et puis, quand j'ai perdu mon emploi, mon ami Eric m'a dit, mais tu vois, où ta sécurité maintenant, Jeanne-Hélène? Et il m'a dit, je m'en souviendrai toujours, on était le 18 décembre, et il m'a dit, tu as jusqu'au 30 décembre pour me dire oui, et je vais payer ton incorporation, je vais mettre toute ta structure d'incorporation en place, ça va être mon cadeau si tu oses dire oui. Et puis... Et tu as osé. J'ai dit oui. Et puis, le reste, c'est... Mais vraiment, c'est une croyance fermement ancrée que j'avais Wow. besoin d'une grosse entreprise, d'un gros nom. Puis j'ai travaillé vraiment pour des organisations exceptionnelles, là, top, tu sais, avec des professionnels. J'ai travaillé dans les Big Four, j'ai travaillé dans des cabinets juridiques, j'ai travaillé dans des banques, j'ai travaillé dans des organisations vraiment de haut niveau. Et je suis très heureuse de ce chemin-là. Ça m'a donné beaucoup de structure. J'ai travaillé avec des gens hyper brillants. J'ai appris des choses vraiment. Je suis tellement reconnaissante de cette portion de ma carrière, mais jamais. Puis je l'ai quand même fait à 49 ans. Donc, peu importe l'âge, on peut Jamais vraiment trop faire un tard. virage. Exact. Wow, quelle belle histoire. Merci pour ce partage. Vraiment, c'est touchant, c'est inspirant. Puis je pense que c'est ça donne envie aux gens d'oser, tu sais, puis de vaincre nos peurs, dans le fond. Là. C'est un peu ça. Exact. Je vois le temps filer, mais j'ai envie d'une dernière question. OK. C'est trop intéressant d'entendre. OK, merci. C'est le fun, ce petit jeu-là. J'aime ça. Plus jeune, quel conseil aurais-tu aimé recevoir? Ah, oui. Plus jeune, je pense que j'aurais aimé recevoir le conseil de arrête de consommer plus tôt. L'alcool, ça m'a fait perdre. Non. Disons que ça me sert maintenant, mais je réalise que d'avoir été déconnectée pendant si longtemps, ça m'a pris autant d'années, de décennies à être capable de vraiment me connecter à moi puis aux gens. J'aurais aimé avoir une dizaine, quinzaine d'années de plus de connexion dans ma vie parce que ça goûte vraiment bon. Donc, j'aurais aimé ça, un conseil que j'aurais probablement pas suivi, mais j'aurais aimé ça le recevoir plus tôt dans ma vie. Oui, mais en même temps, c'est peut-être quelqu'un qui vit la même situation aujourd'hui qui peut entendre ce message. Qui peut l'entendre, effectivement. Oui, la déconnexion. En fait, la connexion, ça goûte bon. La connexion à soi, ça goûte bon. Sa connexion aux autres, ça goûte bon. C'est le fun. Mais surtout quand on est bien avec nous-mêmes, tu sais, quand on atteint comme ce stade-là, qu'on n'a pas peur d'être seul, tu sais, d'aller au restaurant seul ou de se promener seul ou de passer un moment seul. Il y a des gens qui ont peur. Moi, j'étais une de ces personnes qui avait peur de ça avant. Mais quand on goûte à ça, comme tu dis, tu sais, ça goûte vraiment bon. Puis, je pense que les gens aussi autour de nous le ressentent. Fait que
ça fait du bien. Oui. Vraiment beaucoup. Toi, Sabrina, si on t'avait donné un conseil? Je pense que si on m'avait donné un conseil, c'est une bonne question, mais je pense que ça aurait été de juste croire en moi. Je pense de me faire confiance, d'arrêter de toujours valider, d'aller chercher la validation externe, de juste comme, tu sais, si tu ressens quelque chose, une émotion, ou si tu as envie de faire quelque chose, comme juste écoute-toi puis fais-le. Ouais, je pense que ce serait ça le plus grand conseil. Puis je vois ma petite fille aujourd'hui, puis c'est ce que je voudrais qu'elle fasse. Tu sais, comme je la pousse là-dedans, puis c'est pas grave l'erreur, parce que ça aussi, c'est comme j'avais ce désir d'être perfectionniste puis de vouloir faire tout parfaitement. Fait que ça me freinait à essayer des nouvelles choses. J'avais peur de me tromper, d'avoir l'air stupide. Fait que ça me freinait, mais aujourd'hui, je suis comme non, tu sais, j'ai envie d'expérimenter puis d'essayer plein de choses pour la première fois, tu sais, puis de pas avoir peur, d'oser, de me faire confiance puis d'apprendre, tu sais, along the way. Je pense que ça serait ça. Oh, ça tire déjà à la fin. Jeanne-Hélène, ça a passé tellement vite, mais merci d'avoir été tellement généreuse de ton temps, de ta participation. Vraiment, j'aurais pu continuer longtemps à discuter avec toi. Là. Moi aussi. Vraiment beaucoup. Peut-être qu'on ferait une partie 2. Là. Exact. Et tu viendras sur mon podcast aussi. Avec grand honneur et grand plaisir. Mais sincèrement, merci encore beaucoup de t'être prêtée au jeu. Puis j'espère aujourd'hui que ça va inspirer beaucoup de personnes à vouloir faire des transformations dans leur vie, parce que, tu sais, d'investir en nous, je trouve que c'est le plus bel investissement qui soit. Mais aussi de faire découvrir l'hypnose et de te faire connaître aussi. Là, je trouve que t'es vraiment... On gagne à te rencontrer, à te connaître. Donc, merci beaucoup. Si les gens sont curieux, ils ont envie de te rencontrer, de communiquer avec toi, comment on peut le faire? Moi, c'est vraiment, vraiment simple. Donc, sur mon site web, hypnocoach.ca, il y a des épisodes de mon podcast. Donc, vous pouvez commencer à vous familiariser avec... C'est juste une croyance. C'est juste une croyance en français. It's just a belief en anglais. Donc, j'ai 2 podcasts. Et vous pouvez réserver un 30 minutes gratuit. C'est vraiment simple. Les gens, choisissez vous-même, self-serve, prenez un 30 minutes et puis... on discute ensemble et puis on voit si oui ou non je suis la bonne personne pour vous soutenir. Puis si je suis pas la bonne personne, c'est possible que je vous dirige ou que je vous dise, bon, voilà telle ou telle avenue qui pourrait être intéressante pour vous. Donc, mais c'est toujours intéressant d'échanger. Puis des fois, les gens, on va avoir le 30 minutes, des fois, ils vont pas faire le travail avec moi, des fois, ils vont le faire. Mais quand ils le font pas, des fois, on se recroise après ou on se reparle ou des fois, ils reviennent faire le travail comme un an plus tard, quelque chose comme ça. Puis ils me disent, notre conversation m'était quand même restée en tête. Donc, n'hésitez pas à prendre l'appel de 30 minutes avec Jeanne-Hélène. Vous ne le regretterez pas, ça, j'en suis convaincue. Donc, merci encore, Jeanne-Hélène. Merci à toi. Je vous dis merci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Entre Tête et Cœur. On est aussi sur Spotify, Apple. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux Entre Tête et Cœur. Je vous dis merci et au prochain épisode.